Ce livre a été généré à l'aide des voix IA de Spictor. Vous pouvez créer des voix off au son humain dans plus de 50 langues. Jean Valjean croupit en prison depuis 19 ans. Son calvaire dans l'impitoyable système pénal français avait débuté par le vol d'un pain, mais ses tentatives d'évasion répétées n'avaient fait qu'alourdir sa peine. Le jour de sa libération se lève, frais et lumineux, contrastant vivement avec la grisaille de sa cellule. Valjean plisse les yeux face à l'éclat du soleil, ses pupilles déshabituées à son intensité après tant d'années dans l'ombre. Le monde au-delà des portes de la prison lui paraît vaste et étranger, foisonnant d'images et de sons qui submergent ses sens. La liberté, Valjean le découvre rapidement, est une compagne volage. Le passeport jaune qu'il serre dans sa main calleuse aurait tout aussi bien pu être un panneau clignotant, annonçant son statut d'ancien bagnard. Les portes se ferment à son approche, les visages se tordent de dégoût et de peur. Le monde le fuit comme la peste, laissant Valjean isolé dans une mer d'humanité. Les jours se confondent avec les semaines, tandis qu'il erre de ville en ville, chaque pas étant un combat contre le vide qui lui ronge l'estomac. Le travail et le logement restent des chimères, toujours hors de sa portée. L'indifférence glaciale de la société ébranle l'esprit de Valjean, endurcissant son cœur à chaque rejet. Alors que le crépuscule teinte le ciel de pourpre meurtri et d'orange flamboyant, les pieds lasses de Valjean le mènent jusqu'à la ville de Digne. Les rues pavées résonnent sous ses chaussures usées, chaque pas plus pesant que le précédent. L'air est chargé de l'odeur du feu de bois et des plats mijotés, cruel rappel d'un confort qui lui a été longtemps refusé. C'est ici, dans cette ville sans histoire, que le destin intervient. Le chemin de Valjean croise celui de l'évêque Myriel, connu de tous sous le nom de Monseigneur Bienvenu. La réputation de bonté de l'évêque l'a précédé, tel un souffle chaud dans le froid de l'existence de Valjean. Lorsque Valjean apparaît sur le seuil de l'évêque, silhouette imposante aux yeux brûlants de méfiance et de rage à peine contenue, le saint homme ne sourcille pas. Au contraire, il ouvre grand les bras, son sourire aussi accueillant qu'un feu de cheminée par une nuit d'hiver. « Entrez !» dit l'évêque, sa voix douce comme la caresse d'un père. « Vous devez avoir faim et être épuisé. Remédions à cela. » La demeure de l'évêque est modeste mais chaleureuse, embaumée par l'arôme riche du pain frais et du ragoût. Valjean dévore avec avidité son premier vrai repas depuis des années. À la tombée de la nuit, l'évêque lui montre un lit moelleux, un luxe qui lui semble presque douloureux après des années à dormir sur la pierre dure. Mais les démons qui ont pris racine dans l'âme de Valjean pendant son incarcération ne sont pas si faciles à faire taire. Alors que le clair de lune baigne la pièce, projetant de longues ombres, le regard de Valjean se pose sur les couverts en argent qui luisent sur le buffet. Il semble lui murmurer des promesses d'une vie meilleure, d'une échappatoire à la misère qui l'accable à chaque pas. Son cœur s'emballe, ses paumes deviennent moites, tandis qu'il lutte contre la tentation. Finalement, c'est le criminel endurci qui l'emporte. Les mains tremblantes, Valjean rassemble l'argenterie, dont le poids est à la fois un réconfort et une malédiction. Il s'enfuit dans la nuit, englouti par l'obscurité. Sa liberté est de courte durée. Le tintement des couverts dans son sac aurait tout aussi bien pu être un signal d'alarme, car la police ne tarde pas à le prendre en étau. Ils le traînent jusqu'à la maison de l'évêque, le triomphe brillant dans leurs yeux et le dégoût déformant leurs traits. Ce qui se passe ensuite ébranle les fondations du monde de Valjean. L'évêque, au lieu de le condamner, lui sourit chaleureusement et déclare « Ah, vous voilà! Je suis ravi que vous soyez revenu. Mais mon ami, vous avez oublié les chandeliers. Je vous les ai donnés aussi. » La police, déconcertée, n'a d'autre choix que de relâcher Valjean. Au moment du départ, l'évêque le prend à part, ses yeux pénétrant l'âme de Valjean avec une intensité qui le fait frémir. « Mon frère, dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous avez promis d'utiliser cet argent pour devenir un honnête homme. » Ces mots, cet acte de miséricorde, brisent les murs que Valjean avait érigés autour de son cœur. Il reste là, tremblant, tandis qu'une guerre fait rage en lui. L'amertume et la colère qu'il habitait depuis si longtemps luttent contre cette bonté inattendue, cette confiance imméritée. Pendant des heures, Valjean erre dans la campagne, l'esprit en proie à des émotions contradictoires.
Le poids de l'argent dans ses poches n'est rien comparé au poids des paroles de l'évêque sur sa conscience. Lorsque l'aube se lève, baignant le monde d'une lumière douce et pleine d'espoir, Valjean s'agenouille dans une prairie animée par le chant des oiseaux et le doux parfum des fleurs sauvages. À cet instant, entouré de la beauté tranquille de la nature, Jean Valjean connaît un profond éveil. Le criminel endurci s'est évanoui, remplacé par un homme déterminé à honorer la foi placée en lui. Les mains tremblantes, il sort son passeport jaune, symbole de son passé, et le déchire en lambeaux. Les morceaux s'éparpillent au vent, comme les derniers vestiges de son ancienne vie. Debout, Valjean redresse les épaules et respire profondément. L'air a un goût différent maintenant, chargé de possibilités plutôt que de désespoir. Il n'est plus Jean Valjean le bagnard. Il va se forger une nouvelle identité, construire une nouvelle vie, pierre par pierre. Et à chaque pas, à chaque action, il s'efforcera d'être digne de la confiance de l'évêque. Lorsqu'il prend la route, le soleil levant réchauffant son dos, Jean Valjean n'emporte pas seulement de l'argent, mais aussi un sens renouvelé du devoir. Le chemin à suivre est incertain, mais pour la première fois depuis des décennies, il est illuminé par l'espoir. Le voyage de la rédemption a commencé. Les mois passent et des rumeurs commencent à circuler au sujet d'un mystérieux bienfaiteur dans une petite ville du Nord. On parle d'un homme arrivé sans rien d'autre que les vêtements qu'il portait sur le dos et une poignée d'argent, mais dont les innovations astucieuses ont apporté la prospérité à une communauté moribonde. Alors que Jean Valjean se tient au bord d'une place animée, observant les travailleurs qui se pressent, le sourire aux lèvres et les pièces tintant dans leurs poches, il s'autorise un petit sourire secret. La ville de Montreuil-sur-Mer est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, et il en sera le cœur. La petite ville de Montreuil-sur-Mer vibre d'une énergie nouvelle. Ses rues résonnent des conversations des ouvriers et du tintement mélodieux des pièces, témoignant de la prospérité qui s'y est installée. Au cœur de cette métamorphose se trouve Monsieur Madeleine, un homme aussi énigmatique que généreux. Son passé demeure un mystère, mais son présent est un livre ouvert sur l'innovation et la bonté. L'usine de Madeleine, spécialisée dans la fabrication de bijoux en jet, est devenue l'âme de la ville. L'atmosphère autour de l'usine bourdonne de vie. Le cliquetis rythmé des machines se mêle au murmure des voix, créant une symphonie industrielle. À l'intérieur, des rangées d'ouvriers s'affairent à leur poste, leurs doigts dansant avec une précision acquise, tandis qu'ils façonnent de délicats ornements destinés au cou et aux poignets de l'élite parisienne. Malgré sa fortune, Madeleine vit simplement. Ses vêtements modestes contrastent avec l'opulence qu'il pourrait s'offrir. Sa véritable richesse se manifeste dans les bonnes œuvres qu'il accomplit pour la ville. De nouveaux hôpitaux ont surgi de terrains en friche, leurs murs immaculés, brillants de promesses. Les écoles, jadis délabrées, se dressent désormais fièrement, remplies des voix enthousiastes des enfants. Les démunis, autrefois relégués dans l'ombre, ont trouvé en Madeleine une lueur d'espoir. C'est dans cette communauté florissante qu'arrive Fantine, les yeux pleins d'espoir et le cœur lourd de secrets. Elle était d'une beauté saisissante, ses cheveux dorés cascadant dans son dos, tel un soleil liquide. Pourtant, sous son apparence radieuse, se cache un fardeau qui menace d'écraser son esprit. L'existence de sa fille illégitime, Cosette. Fantine avait confié son précieux enfant aux Thénardier, des aubergistes de Montfermeil. Leur promesse mielleuse de soins attentionnés avait apaisé son cœur inquiet, lui permettant de chercher du travail, l'esprit tranquille. Elle était loin de se douter que sa confiance était bien mal placée, car les Thénardier étaient aussi cruels qu'avides, leur sourire masquant des cœurs de pierre. Dans l'usine de Madeleine, Fantine trouve un emploi et un espoir d'avenir meilleur. Elle travaille sans relâche, ses doigts agiles façonnant des bijoux avec soin, tout en gardant son secret avec une détermination farouche. Mais les secrets ont la fâcheuse tendance à refaire surface, et le monde de Fantine était sur le point de voler en éclats comme le verre qu'elle travaillait. Une contremaîtresse malveillante, aux yeux aiguisés par la suspicion, découvre la honte cachée de Fantine. À l'insu de Madeleine, Fantine est jetée à la rue, ses rêves de stabilité s'effondrant comme un château de cartes. Alors que le monde de Fantine s'assombrit, l'avidité des Thénardier devient insatiable. Leurs lettres arrivent comme des vautours, chacune apportant des nouvelles des maladies ou des besoins supposés de Cosette, chacune exigeant plus d'argent.
Fantine, dont l'amour pour sa fille brille au milieu de son désespoir, est prête à tout pour assurer la sécurité et le bien-être de son enfant. Le désespoir pousse Fantine à des actes impensables. Sa belle chevelure, autrefois sa couronne de gloire, tombe sous les ciseaux, vendus pour une bouchée de pain. Son sourire, jadis radieux, est entaché par la perte de ses 2 dents de devant, sacrifiées sur l'autel cruel de la nécessité. Chaque perte est une blessure pour son âme, mais dans son esprit, elle voit le visage de Cosette, et cela lui donne la force d'endurer. Les rues de Montreuil-sur-Mer sont impitoyables, et alors que l'hiver étreint la ville de ses douanes glacées, Fantine se trouve face à une dernière et terrible option. Le plus vieux métier du monde l'appelle, un chant de sirène qui lui promet des pièces en échange de sa dignité. Le cœur lourd et les larmes gelées sur les joues, Fantine s'engage dans les ombres de la nuit. Le froid mordant attaque sa frêle silhouette, tandis qu'elle arpente les rues, les yeux creusés par le chagrin. Chaque jour qui passe voit sa santé se détériorer, son esprit jadis si vif s'éteindre comme une bougie dans le vent. La tuberculose, cette impitoyable voleuse de souffle, s'est emparée de ses poumons, chaque toux lui rappelant sa mortalité. Pourtant, alors que son corps l'abandonne, l'amour de Fantine pour Cosette brûle, flamme inextinguible dans l'obscurité de sa situation. Dans ses rêves fiévreux, elle voit le visage de sa fille, entend son rire, sent la chaleur de son étreinte. C'est cet amour, ce lien indéfectible entre mère et enfant, qui donne à Fantine la force d'affronter chaque nouveau jour, d'endurer chaque nouvelle humiliation. Alors qu'elle grelotte dans le froid, son souffle formant des nuages de brume dans l'air glacial, Fantine s'accroche à l'espoir de retrouvailles. Un jour, d'une manière ou d'une autre, elle tiendra à nouveau sa Cosette dans ses bras. Cette pensée, ce rêve, la soutient tout au long des longues nuits sombres et des jours encore plus sombres, comme une lueur d'espoir dans un monde qui lui a montré peu de bonté. L'aube se lève, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Fantine se dirige en titubant vers la place du marché, le corps affaibli mais l'esprit intact. Alors qu'elle approche, les bruits animés du marché matinal parviennent à ses oreilles. Le cliquetis des roues des charrettes sur les pavés, les cris des marchands et les bavardages des habitants créent une symphonie de vie qui semble se moquer de sa misère. Fantine est loin de se douter que le destin est sur le point de prendre un tournant inattendu et que la place du marché deviendra le théâtre d'un moment décisif de son histoire tragique. La place du marché de Montreuil-sur-Mer grouille de vie, une cacophonie de voix et d'activités. Les habitants bavardent, les roues des charrettes grincent sur les pavés, créant une symphonie du quotidien. Soudain, un cri déchirant fend l'air, plongeant la foule dans le silence. Fauchelevent, un vieux charretier aux mains noueuses, est coincé sous sa charrette renversée. Le poids du mastodonte de bois menace d'écraser son corps frêle. Les badauds s'attroupent, horrifiés et impuissants. Certains appellent à l'aide, d'autres se tordent les mains, mais nul n'ose s'approcher. L'atmosphère est électrique. La foule retient son souffle. C'est alors que Monsieur Madeleine, le maire respecté, arrive. Sa présence fend la foule, tel un rayon d'espoir dans le chaos. Sans hésiter, il s'approche de la charrette, les yeux rivés sur Fauchelevent prisonnier. La foule observe, admirative, Madeleine qui se positionne, ses muscles saillants sous ses vêtements modestes. Le temps semble suspendu. Dans un grognement d'effort qui résonne sur la place, Madeleine soulève le lourd véhicule. Le bois gémit, mais peu à peu, la charrette s'élève. Fauchelevent est rapidement mis en sécurité, haletant de soulagement. Ses yeux, emplis de gratitude, croisent ceux de Madeleine dans un échange silencieux. Alors que la poussière retombe et que des murmures d'étonnement parcourent la foule, une paire d'yeux observe la scène avec un intérêt particulier. L'inspecteur Javert, fraîchement arrivé en ville, se tient en retrait, le regard vif et calculateur. Cet exploit réveille en lui un souvenir enfoui. L'esprit de Javert le ramène à ses années de garde, au bagne de Toulon. Le cliquetis des chaînes et la puanteur des corps sales l'assaillent à nouveau. Il se remémore des hommes d'une force extraordinaire, aux muscles sculptés par des années de labeur. Un prisonnier en particulier lui revient, Jean Valjean. La ressemblance entre ce maire respecté et l'ancien bagnard commence à le tarauder. L'excitation du sauvetage retombé, Madeleine erre dans les rues, l'esprit lourd de son passé. Les pavés sous ses pieds semblent lui chuchoter des secrets à chaque pas.
lui rappelant la vie qu'il a laissée derrière lui. Le destin lui réserve d'autres surprises ce jour-là. Une silhouette, voûtée et frêle, trébuche sur son chemin. C'est Fantine, une jeune femme autrefois pleine de vie, aujourd'hui ravagée par la maladie et le désespoir. Ses joues creuses et ses yeux fiévreux racontent une histoire de souffrance qui transperce le cœur de Madeleine. Tandis que Fantine déverse son histoire tragique, d'amour, de trahison et d'enfants abandonnés, Madeleine sent le poids de la responsabilité l'écraser. Il fait le serment solennel de retrouver Cosette et de prendre soin de la mère et de l'enfant, ses paroles apaisant l'âme meurtrie de Fantine. Mais le destin n'en a pas fini avec Madeleine. On l'informe qu'un certain Jean Mathieu a été arrêté et qu'il risque d'être condamné comme étant Jean Valjean. L'ironie de la situation n'échappe pas à Madeleine, qui connaît trop bien la véritable identité de Jean Valjean. Cette nuit-là, Madeleine arpente sa modeste demeure comme un lion en cage. Les lattes du plancher grincent sous ses pas, chaque son lui rappelant la décision qu'il doit prendre. D'un côté, sa paix durement acquise, sa position respectée et le bien qu'il peut faire à la ville. De l'autre, le visage d'un innocent sur le point de payer pour des crimes qu'il n'a pas commis. À l'aube, Madeleine prend sa décision. D'un pas lourd mais déterminé, il part pour Arras, où se tiendra le procès de Champmathieu. Le voyage lui semble interminable, chaque kilomètre étant un combat contre sa conscience. La salle d'audience est bondée, tous les regards tournés vers l'accusé. Madeleine s'y glisse discrètement, le cœur battant la chamade. L'atmosphère est tendue, la justice en suspens. Au paroxysme des débats, il se lève, sa voix résonnant, claire et forte. « Je suis Jean Valjean », déclare-t-il, ses mots tombant comme la foudre dans le silence stupéfait qui s'ensuit. Les mains tremblantes, il apporte les preuves irréfutables de son passé, chaque mot scellant un peu plus le sort de la vie qu'il s'était construite. Pendant qu'il parle, il sent le regard de l'inspecteur Javert rivé sur lui, un mélange de justification et d'incrédulité se dessinant sur les traits sévères de l'officier. Alors que Champmathieu est libéré et que la salle d'audience sombre dans le chaos, Jean Valjean, car il est redevenu Valjean, ressent un étrange sentiment de paix l'envahir. Il a choisi la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que l'instinct de survie. Et même s'il sait que le chemin à venir sera semé d'embûches, il l'affronte avec la dignité tranquille d'un homme qui a retrouvé son âme. La salle d'audience est plongée dans un silence stupéfait, le poids de la confession de Valjean pesant lourd dans l'air. Alors qu'il se retourne pour partir, l'esprit déjà tourné vers Fantine et les promesses qu'il n'a pas encore tenues, une main ferme lui saisit l'épaule. Valjean se retourne, son regard croisant celui, d'acier, de l'inspecteur Javert. L'instant s'étire entre eux, chargé d'une tension inexprimée. Que va-t-il se passer maintenant? Un silence stupéfiant s'abat sur la salle d'audience après la confession choquante de Jean Valjean. Le cœur lourd, il retourne à Montreuil-sur-Mer, conscient qu'il doit mettre de l'ordre dans ses affaires et faire ses adieux à Fantine mourante. L'atmosphère est chargée de chagrin, tel un épais brouillard, lorsque Valjean pénètre dans la chambre faiblement éclairée de Fantine. La lueur vacillante des bougies projette des ombres dansantes sur les murs, reflétant le tumulte de son âme. Les yeux de Fantine, autrefois vifs, maintenant ternis par la maladie, le fixent avec un mélange d'espoir et de désespoir. Chacun de ses pas vers le lit résonne dans la pièce silencieuse, soulignant cruellement la gravité du moment. « Fantine », murmure-t-il, la voix brisée par l'émotion, le poids de sa promesse pesant lourdement sur sa langue. « Je vous jure de sauver Cosette et de prendre soin d'elle. Votre fille connaîtra l'amour et la sécurité. » Un léger sourire se dessine sur les lèvres pâles de Fantine, la paix s'installant sur ses traits comme un doux voile. Dans son dernier souffle, elle murmure le nom de sa fille, son esprit trouvant enfin le repos. La pièce semble expirer avec elle, dans un soupir collectif de délivrance. Ce moment de quiétude vole en éclats lorsque Javert fait irruption, son arrivée fracassante brisant le silence sacré. Ses yeux brillants d'une juste fureur, ses menottes luisent de façon menaçante dans la faible lumière. « Jean Valjean, vous êtes en état d'arrestation », tonne-t-il, sa voix emplissant l'espace exigu. Le cœur de Valjean s'emballe, le sang bat à ses tempes. Dans un élan de désespoir, il bondit par la fenêtre ouverte, l'air frais de la nuit l'effleurant, alors qu'il s'évanouit dans l'obscurité.
Le rugissement de frustration de Javert s'estompe derrière lui, remplacé par le bruit de sa propre respiration haletante, tandis qu'il court. Le dernier vœu de Fantine brûlant dans sa poitrine, tel un brasier. Le voyage jusqu'à Montfermeil est ardu, chaque pas rapprochant Valjean de l'accomplissement de sa promesse. Le vent glacial lui mord le visage, et le poids de son engagement semble allonger chaque kilomètre. La veille de Noël, la ville lui apparaît comme un village de pain d'épices animés, les lumières festives scintillant aux fenêtres. Mais au milieu de ces réjouissances, le sort d'une petite fille tranche cruellement. Dans les tréfonds de l'auberge des Thénardier, Cosette se blottit dans un coin, son petit corps tremblant de froid et de peur. Le bois rugueux du plancher lui écorche la peau, lui rappelant sans cesse sa condition misérable. Les rires et la chaleur de la salle principale ne font qu'accentuer son isolement. Le fossé entre son apparence dépenaillée et les filles bien mises des Thénardier, Éponine et Azelma, étant aussi large qu'un gouffre. Les recherches de Valjean le mènent dans une forêt sombre et hostile, à la périphérie de la ville. Les arbres se dressent au-dessus de lui, leurs branches nues s'étirant comme des doigts noueux sous la lune. Là, telle une fragile créature des bois, il trouve Cosette luttant avec un seau presque aussi grand qu'elle. La voir seule et grelottante dans le froid glacial éveille en lui quelque chose de profond, une protection féroce qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Mon enfant », l'appelle-t-il doucement, s'approchant à pas feutrés pour ne pas l'effrayer. « Laisse-moi t'aider !» Les grands yeux de Cosette, puis d'innocence et de tristesse, le regardent avec un mélange de crainte et d'espoir. C'est un regard qui entra Valjean pendant des années, un appel silencieux en disant long sur la vie qu'elle a endurée. De retour à l'auberge, les négociations avec les Thénardier sont tendues, l'air est chargé de cupidité et de méfiance. Monsieur Thénardier, un homme dont l'avarice semble suinter par tous les pores, se montre d'abord réticent à l'idée de laisser partir Cosette. Sa femme, tout aussi avide, lorgne le manteau bien coupé de Valjean avec une envie non dissimulée, ses doigts s'agitant comme si elle comptait déjà les pièces qu'il pourrait rapporter. « 1500 francs !» déclare enfin Valjean, d'une voix ferme et inflexible. La somme plane dans l'air comme un défi, mettant à l'épreuve l'avidité des Thénardier face à leur méfiance. Les yeux du couple s'écarquillent, une bataille d'émotions se jouant sur leur visage. Finalement, l'attrait d'une telle somme s'avère trop tentant pour y résister. D'un hochement de tête réticent, ils acceptent de confier Cosette à Valjean, sans jamais quitter des yeux l'argent promis. Lorsque Valjean et Cosette sortent dans l'air vif de la nuit, un nouveau chapitre de leur vie s'ouvre. Les étoiles au-dessus de leur tête semblent briller plus intensément, comme pour approuver ce duo improbable. Mais le danger rôde dans l'ombre, incarné par la poursuite implacable de Javert, une menace constante planant sur eux, tel un nuage d'orage. Leur voyage vers Paris est une danse de quasi-échec et de frayeur. À un poste de contrôle, alors que les hommes de Javert ne sont qu'à quelques mètres, la vivacité d'esprit de Valjean les sauve. Il invente l'histoire d'une petite fille malade, sa voix tremblant juste ce qu'il faut d'inquiétude, sa main protégeant l'épaule frêle de Cosette. Les gardes, émus de compassion, les laissent passer, ignorant que le fugitif leur file entre les doigts. Paris les accueille avec ses rues labyrinthiques et sa foule grouillante, une cachette idéale pour deux âmes en quête de refuge. Ils se déplacent de gîte en gîte, toujours avec une longueur d'avance sur le regard inquisiteur de Javert. Dans les moments d'accalmie, Valjean s'émerveille de la petite main serrée dans la sienne, de la confiance dans les yeux de Cosette, à la fois bénédiction et responsabilité écrasante, menaçant de le submerger. Malgré la menace constante d'être découvert, Valjean découvre les joies et les défis de la paternité. Il se réjouit du premier sourire de Cosette, rayon de soleil perçant les nuages de leur existence précaire. Sa curiosité pour le monde qui l'entoure est contagieuse, chaque nouvelle découverte lui rappelant l'innocence qu'il s'est battu pour protéger. Dans l'intimité de leur modeste logement, Valjean contemple souvent Cosette endormie, son visage paisible contrastant avec le tumulte de leur situation. La douce respiration de sa poitrine, la façon dont sa petite main s'enroule autour du bord de la couverture, le remplissent d'un amour féroce qu'il n'aurait jamais cru possible. C'est dans ces moments de calme qu'il ressent tout le poids de sa promesse à Fantine et la profondeur de son amour grandissant pour cet enfant devenu,
de façon si inattendue, tout son univers. Alors que l'aube se lève sur Paris, projetant de longues ombres dans leur petite chambre, l'oreille fine de Valjean perçoit le bruit de pas lourds dans la rue en contrebas. Son cœur s'emballe lorsqu'il reconnaît la cadence rythmée des bottes de la police. Javert les aurait-il enfin rattrapés? Les mains tremblantes, il secoue doucement Cosette pour la réveiller et lui murmure avec insistance « Nous devons partir maintenant ». Tandis qu'ils s'empressent de rassembler leurs maigres affaires, un grand coup résonne dans l'immeuble. Le temps presse. Valjean et Cosette trouvent un refuge inespéré au couvent du Petit Picpus. Leur salut vient de Fauchelevent, un homme que Valjean avait autrefois sauvé d'un accident de charrette à Montreuil-sur-Mer. Les imposants murs de pierre du couvent se dressent au-devant eux, telle une forteresse contre le tumulte du monde extérieur. À leur approche, l'air s'emplit d'effluves d'encens et de fleurs d'épanouies. Le froissement des habits des nonnes et le murmure des prières flottent dans la brise, promettant une paix presque trop belle pour être vraie. Le cœur de Valjean s'emballe tandis qu'il échafaude un plan. Avec l'aide de Fauchelevent, il se forge une nouvelle identité. Il se présente comme Ultime Fauchelevent, le frère longtemps perdu du jardinier. Ces mots lui laissent un goût amer, mais la sécurité de Cosette en vaut la peine. Cosette, émerveillée, découvre les vastes jardins et les couloirs résonnants. L'école du couvent l'accueille à bras ouverts, et pour la première fois de sa jeune vie, elle se retrouve entourée de bienveillance et d'opportunités. Les jours se muent en années dans l'étreinte intemporelle du couvent. Valjean se consacre à l'éducation de Cosette avec la ferveur d'un homme à qui l'on offre une seconde chance. Il la regarde s'épanouir telle une fleur délicate, nourrie par l'atmosphère paisible du couvent et protégée des dures réalités qui ont marqué ses premières années. Les saisons défilent, peignant les jardins du couvent d'une palette sans cesse renouvelée. Le printemps apporte une explosion de fleurs au doux parfum. La chaleur estivale est tempérée par la fraîcheur des murs de pierre et des cloîtres ombragés. L'automne embrase les arbres de teintes flamboyantes et l'hiver recouvre les lieux d'un manteau neigeux feutré. Les rires de Cosette, jadis si rares, résonnent désormais librement dans les cours cloîtrées. Elle s'épanouit en une jeune femme pleine de grâce et de raffinement, dont l'éducation est aussi soignée que les roses du jardin. Le cœur de Valjean déborde de fierté et d'amour en observant sa transformation. Pourtant, malgré son bonheur dans ce sanctuaire, une pensée tenace le taraude. Les murs du couvent, autrefois une bénédiction, commencent à ressembler à une cage dorée. Il réalise, non sans un pincement au cœur, que l'avenir de Cosette se trouve au-delà de ces pierres protectrices. Lorsque Cosette atteint l'âge adulte et que son enfance n'est plus qu'un lointain souvenir, Valjean prend la difficile décision de quitter leur havre de paix. L'idée de retourner dans le monde extérieur l'effraie, mais il sait que c'est nécessaire pour le bien de Cosette. Il s'installe dans une modeste maison de la rue Plumet à Paris, à 1000 lieues de la sérénité du couvent. L'agitation de la ville contraste violemment avec leur ancienne vie. Le vacarme incessant des calèches et des marchands ambulants, la foule oppressante et l'odeur âcre de la fumée agressent leurs sens. La vigilance de Valjean ne faiblit pas. Chaque ombre recèle la menace potentielle de Javert. Chaque inconnu un lien possible avec son passé. Il garde Cosette près de lui, ne lui permettant que de brèves incursions dans le monde extérieur. Leurs promenades au jardin du Luxembourg deviennent la fenêtre de Cosette sur un monde plus vaste. Elle s'imprègne des images et des sons de la ville, comme un voyageur assoiffé dans une oasis, ses yeux pétillants d'excitation à chaque nouvelle découverte. Chaque sortie éveille en elle une agitation croissante, un désir ardent d'expérience et de relations que leur vie isolée ne peut leur offrir. Valjean observe ce changement chez Cosette avec un mélange d'amour et d'appréhension. Sa curiosité pour le monde au-delà de leur petit cercle crée une tension douce mais persistante entre eux. À la tombée du jour, Valjean se perd souvent dans ses pensées, contemplant Paris depuis la fenêtre de leur maison. Les lumières de la ville scintillent comme autant d'étoiles, chacune représentant un avenir potentiel pour Cosette. Il sait, avec une certitude douce amère, qu'un jour viendra où elle s'élancera dans ce monde étincelant, le laissant derrière elle. Un soir, alors que les derniers rayons du soleil teintent le ciel de rose et d'or, Cosette s'approche de Valjean avec une requête inhabituelle. « Père, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, j'ai vu un jeune homme dans les jardins aujourd'hui. Il m'a regardé d'une façon qui a fait battre mon cœur.
Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. Valjean a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Le moment qu'il redoutait et anticipait à la fois est arrivé. Alors qu'il cherche ses mots, un tumulte dans la rue attire leur attention. Un groupe de jeunes hommes défilent, leurs voix s'élevant dans un débat passionné sur l'avenir de la France. Parmi eux, un grand et beau jeune homme aux boucles sombres captive l'attention de Cosette, qui tressaille doucement. Ils sont loin de se douter que ce jeune homme, Marius Pontmercy, est sur le point de bouleverser leur existence à jamais. Marius Pontmercy se trouve à la croisée des chemins. Le jeune étudiant en droit, issu d'une famille aisée, est tiraillé entre ses convictions républicaines et les attentes de son grand-père royaliste, M. Gillenormand. L'hôtel particulier des Gillenormand, jadis un havre de paix, ressemble désormais à une prison dorée. Chaque tic-tac de la pendule ornementée dans le couloir semble narguer Marius, égrenant les instants où il devra choisir entre ses idéaux et sa famille. L'atmosphère est lourde de non-dits et de rancœur. Ne supportant plus cette ambiance étouffante, Marius prend une décision qui bouleversera sa vie. Les mains tremblantes, il prépare un petit baluchon avec ses effets les plus précieux. Chaque objet qu'il choisit est comme un fragment de son ancienne existence qu'il abandonne. Les rues de Paris accueillent Marius alors qu'il s'aventure dans l'inconnu. Les pavés sous ses pieds semblent murmurer des promesses de liberté et d'aventure. Pourtant, à chaque pas qu'il éloigne de la demeure de son grand-père, l'angoisse lui noue les entrailles. Son périple le mène à la masure Gorbeau, un bâtiment délabré qui se dresse sur le ciel gris de Paris comme une dent carriée. L'odeur de moisie et de misère l'assaille, tandis qu'il gravit les escaliers grinçants menant à son nouveau logis. Chaque marche gémit sous son poids, comme si l'immeuble lui-même protestait contre sa présence. La chambrette de Marius est bien loin du luxe qu'il a laissé derrière lui. Les murs nus le toisent, et un matelas usé gît dans un coin, tel un rêve brisé. Pourtant, en déposant ses maigres possessions, un étrange sentiment de fierté gonfle sa poitrine. C'est son choix, son chemin vers l'indépendance. Dans la pièce attenante, vivent les Jondrette, une famille dont la pauvreté semble incrustée dans les os. Marius entend leur chuchotement à travers les cloisons fines comme du papier, leurs paroles lui rappelant sans cesse la misère qui l'entoure. Il est loin de se douter que sous leur nom d'emprunt se cache un secret qui l'entraînera bientôt dans une toile d'intrigue et de danger. Les jours s'écoulent et Marius se plonge dans ses études de droit. Le grattement de sa plume sur le papier devient une berceuse, étouffant les grondements de son estomac vide et les murmures du doute qui tourmentent son esprit. Mais c'est dans les jardins du Luxembourg que son monde bascule véritablement. Les jardins sont une oasis de beauté au cœur de la ville crasseuse. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles, dessinant des motifs mouvants sur les allées de gravier. C'est là, parmi les fleurs épanouies et le bruissement des arbres, que Marius aperçoit Cosette pour la première fois. Le temps semble suspendu. Les bavardages des promeneurs se réduisent à un bourdonnement lointain, tandis que le regard de Marius se fixe sur la vision qui s'offre à lui. La beauté de Cosette est éthérée, ses cheveux dorés captant la lumière du soleil comme une auréole. Ses yeux, profonds et mystérieux, croisent les siens l'espace d'un instant, et Marius a l'impression d'être foudroyé. Dès lors, le jardin du Luxembourg devient le sanctuaire de Marius. Il s'y poste, le cœur battant la chamade, dans l'espoir d'apercevoir Cosette. Leur danse silencieuse, faite de regards langoureux et de mots inexprimés, devient un rituel quotidien, chaque rencontre laissant Marius plus enivré que la précédente. Tandis que l'amour s'épanouit dans le jardin, un sinistre complot prend racine dans l'ombre de la masure Gorbeau. Les Jondrette, ou plutôt les Thénardier, dont la véritable identité se cache derrière un voile de tromperie, préparent un crime odieux. Leur cible est un bienfaiteur au grand cœur, qui visite régulièrement leur taudis, apportant une lueur d'espoir dans leur vie misérable. Marius, l'oreille collée contre la mince cloison séparant sa chambre de la leur, se retrouve malgré lui à épier leur infâme projet. Son cœur s'emballe, tandis qu'il écoute les détails chuchotés de leur plan. Le poids de cette connaissance l'écrase, un dilemme moral qui menace de le submerger. Tiraillé entre son sens de la justice et la peur de s'immiscer dans des affaires aussi dangereuses, Marius prend la décision fatidique d'alerter la police. Ignorant que la victime visée est le tuteur de Cosette,
Il déclenche une chaîne d'événements qui changera irrévocablement le cours de nombreuses vies. Le jour du guet-apens arrive, l'air est chargé de tension et la violence est imminente. Marius observe dans l'ombre le gentil bienfaiteur, un homme qu'il appellera plus tard Jean Valjean, tombé dans le piège des Thénardier. Les yeux de Valjean s'écarquillent en reconnaissant ses anciennes connaissances. Mais avant que la situation ne dégénère, le destin s'en mêle. Avec l'agilité d'un homme qui a passé sa vie à échapper aux poursuites, Valjean s'éclipse au moment même où la police, menée par l'implacable inspecteur Javert, fait irruption sur les lieux. L'air crépite de l'électricité d'un désastre évité de justesse, laissant les Thénardier plus désespérés que jamais et Marius submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires. Une fois la poussière retombée, Marius se retrouve à la dérive dans une tempête de questions. Qui était ce mystérieux bienfaiteur et quel lien avait-il avec la créature angélique qui avait ravi son cœur? L'échec de son stratagème a ouvert une boîte de Pandore de mystère, et Marius sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Marius était loin de se douter qu'une autre Père Dieu l'observait depuis le début. Éponine, la fille des Thénardier, avait suivi de loin son engouement pour Cosette. Son cœur se serre d'un amour qu'elle sait sans retour, mais elle se sent poussée à aider l'homme qu'elle adore en secret. Alors que la nuit tombe sur Paris, Éponine prend une décision qui déclenchera des événements dépassant ses plus folles imaginations. Éponine, la fille des Thénardier, porte un lourd fardeau dans son cœur. Elle nourrit un amour secret et non partagé pour Marius, mais prend la douloureuse décision de l'aider à retrouver Cosette. Les pavés de Paris résonnent sous les pas d'Éponine, chacun d'entre eux faisant écho à la douleur qu'elle ressent dans sa poitrine. Les ruelles étroites et les rues animées de la ville semblent se refermer sur elle, tandis qu'elle guide Marius dans le dédale urbain. L'air est chargé d'effluves de pain frais et d'égouts, rappelant cruellement le fossé qui sépare les nantis des démunis. « Nous y sommes presque », murmure Éponine, sa voix à peine audible dans le tumulte de la ville. Elle jette un coup d'œil à Marius, dont les yeux brillent d'impatience, inconscient du tourment qui l'habite. Ils arrivent enfin à la maison de la rue Plumet. La modeste demeure se dresse devant eux, sa façade tapissée de lierre et d'ombre. Le cœur d'Éponine se serre en observant la réaction de Marius. Il en a le souffle coupé, ses yeux s'écarquillent lorsqu'il aperçoit Cosette à travers les grilles en fer forgé. « Cosette », murmure-t-il, le nom porté par la brise telle une prière. Dès lors, une idylle clandestine s'épanouit entre Marius et Cosette. Le jardin devient leur sanctuaire, un monde à part de la ville grouillante, au-delà de ses murs. À la faveur de la nuit, ils se rencontrent. Leurs conversations chuchotées sont empreintes de rêves d'avenir commun. Le bruissement des feuilles et la douce lueur du clair de lune sont les témoins silencieux de leur amour grandissant. Mais tandis que leur passion s'épanouit, une ombre plane. Jean Valjean, le tuteur de Cosette, est de plus en plus inquiet. Son passé, spectre omniprésent, menace de briser la vie paisible qu'il s'est construite. Chaque rire lointain, chaque grincement de porte le met sur le qui-vive. Le poids de ses secrets l'accable davantage chaque jour. Pendant ce temps, Paris couvre son mécontentement. L'atmosphère est électrique, les murmures de révolution se font entendre à chaque coin de rue. Marius se retrouve dans l'orbite des amis de l'ABC, un groupe de jeunes révolutionnaires passionnés. Le café Musain devient son repère. Son intérieur sombre, le théâtre de débats enflammés et de grands projets. Le cœur et l'esprit de Marius sont en conflit. Son amour pour Cosette le tire d'un côté, tandis que les flammes de la Révolution l'attirent de l'autre. Ce combat intérieur se traduit par le froncement de ses sourcils et l'agitation de son esprit. Valjean, toujours aux aguets, perçoit le changement chez Cosette. Ses sourires rêveurs et ses regards dans le vague trahissent un amour qu'il n'avait pas prévu. La peur lui étreint le cœur, non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour la perte inévitable de la fille qu'il chérit par-dessus tout. Les mains tremblantes et le cœur lourd, Valjean commence à préparer leur départ pour l'Angleterre. Chaque mal qu'il boucle est un coup de poignard dans son âme, chaque arrangement murmuré un rappel de la vie qu'ils laissent loin derrière eux. Cosette, ignorant tout de la tempête qui se prépare, vit dans un monde de joie retrouvée. Ses journées sont remplies de pensées pour Marius, ses nuits de rêve d'un avenir commun. Lorsque Valjean parle de voyage, elle n'entend que l'aventure, pas la fuite. Dans un moment de désespoir,
Cosette écrit un mot à Marius. Sa main tremble alors qu'elle couche sur le papier leur départ imminent. Les larmes brouillant l'encre sur la page. Le poids de leur séparation lui oppresse la poitrine, lui coupant presque le souffle. Pour Marius, cette note sonne le glas de ses espoirs et de ses rêves. Le monde, autrefois vibrant de possibilités, lui semble désormais terne et sans vie. La ferveur révolutionnaire qui couvait en lui devient un brasier, consumant toutes les autres pensées. N'ayant plus rien à perdre, Marius fait son choix. S'il ne peut vivre avec Cosette, il donnera sa vie pour la cause. Les barricades l'appellent, promettant la gloire ou l'oubli. Alors que la nuit tombe sur Paris, Marius se tient aux abords de la ville, le cœur déchiré entre l'amour et le devoir. Le bruit lointain de voix en colère et le cliquetis des armes que l'on prépare emplissent l'air. Les rues de Paris sont une véritable poudrière, prête à s'embraser à la moindre étincelle. La tension est palpable, comme si les pavés eux-mêmes pouvaient sentir l'imminence d'un bouleversement. Marius inspire profondément, se préparant à ce qui va suivre. Jetant un dernier regard vers la rue Plumet, il s'avance dans la tempête qui se prépare. Les rues de Paris sont une véritable poudrière, prête à s'embraser à la moindre étincelle. La tension est palpable, comme si les pavés eux-mêmes pressentaient l'imminence d'un bouleversement. Le cortège funèbre du général Lamarque serpente dans les ruelles, tel un sombre fleuve traversant la ville. Le général, jadis porteur d'espoir pour les démunis et épine dans le pied de la monarchie, devient le catalyseur de la révolution. Sur son passage, des murmures se propagent dans la foule telle une brise dans les feuilles mortes, s'amplifiant à chaque instant. Soudain, un cri déchire l'air. La foule s'élance, vague humaine se brisant sur les rivages du changement. L'odeur de la sueur et de la peur se mêle à l'âcreté de la poudre. Parfum enivrant de rébellion. Au cœur de cette tempête se dresse Enjolras, sa chevelure dorée auréolée de lumière, ses yeux brillant d'une ferveur qui semble embraser l'atmosphère. Sa voix traverse le chaos tel un coup de clairon. « L'heure est venue, mes amis !» s'écrie-t-il, ses mots enflammant les cœurs alentour. « Nous ne resterons plus les bras croisés pendant que notre peuple souffre. » Ses compagnons s'élancent dans l'action, leurs mouvements devenant une danse frénétique. La ville se métamorphose sous leurs yeux, comme par magie révolutionnaire. Les meubles pleuvent des fenêtres, s'écrasant dans les rues. Les pavés sont arrachés, laissant des plaies béantes sur la chaussée. Les barricades s'élèvent telles des montagnes de bois, témoignant de la puissance de la volonté commune. Rue de la Chanvrerie, le principal bastion prend forme. Marius se trouve emporté par la vague, le cœur lourd à l'idée du départ imminent de Cosette. Pourtant, en œuvrant aux côtés de ses camarades, l'objectif commun semble alléger son fardeau. Ses mains, autrefois douces, deviennent rugueuses et couvertes d'ampoules, chaque callosité devenant un insigne d'honneur dans ce nouveau monde. Des ouvriers aux mains calleuses rejoignent leur rang, les yeux brillants d'un mécontentement longtemps couvé. Les commerçants du quartier, las du statu quo, apportent leur soutien à la cause. La barricade grandit, monument hétéroclite de leur rêve collectif. Enjolras se déplace parmi eux, sa présence électrisante. L'espoir jaillit partout où il passe, attirant les autres comme des papillons de nuit vers une flamme. « Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes », déclare-t-il, sa voix portant au-dessus du tumulte, mais pour tous ceux qui ont été écrasés sous le joug de la tyrannie. De l'autre côté de la ville, le monde de Jean Valjean bascule. La lettre d'adieu de Marius à Cosette lui tombe entre les mains, les mots brisant la paix durement acquise. Il ferme les yeux, sentant le poids de la décision qui s'impose à lui. Sauver l'homme qui pourrait lui ravir Cosette, ou laisser le destin suivre son cours. L'amour l'emporte sur la peur. Le cœur lourd mais l'esprit résolu, Valjean enfile l'uniforme de garde nationale. Le tissu rugueux contre sa peau lui rappelle constamment le risque qu'il prend. Il se dirige vers les barricades, déterminé à protéger le jeune homme qui a conquis le cœur de sa fille. Alors que le crépuscule teinte le ciel de pourpre et d'or meurtri, une petite silhouette se faufile dans les ombres grandissantes. Éponine, le cœur tiraillé par un amour non partagé, s'est travestie en garçon. Ses yeux ne quittent pas Marius tandis qu'elle se glisse parmi les insurgés, la joie et la tristesse s'affrontant en elle à chaque fois qu'elle aperçoit son visage. La nuit tombe sur Paris tel un rideau de velours, apportant avec elle un calme inquiétant. Sur la barricade, les rebelles se serrent les uns contre les autres,
échangeant des mots d'encouragement à voix basse. L'air est chargé d'anticipation, la peur et l'espoir se mêlant comme fumée et brouillard. Enjolras se tient au sommet de la barricade, sa silhouette se découpant sur le ciel étoilé. « N'oubliez pas pourquoi nous nous battons !» crie-t-il, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de leur forteresse improvisée. « Pour la liberté, pour l'égalité, pour un avenir où chacun pourra se tenir debout et fier. » Un silence s'abat sur le groupe, rompu seulement par le bruit de pas lointains qui se rapprochent inexorablement. Les cœurs battent à l'unisson, les mains se crispent sur les armes et les yeux s'efforcent de percer l'obscurité. Puis, tel un coup de tonnerre, le premier coup de feu retentit. La barricade s'embrase, l'air s'emplit de l'odeur âcre de la poudre et du goût métallique de la peur. Des cris et des hurlements déchirent la nuit tandis que la bataille fait rage. Alors que les balles sifflent au-dessus de leur tête et que le chaos règne, les insurgés tiennent bon. Ils ne sont plus des individus, mais une seule entité, unie dans sa lutte contre l'oppression. Chacun sur la barricade sait que cette nuit restera gravée dans l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. Le bruit des pas s'amplifie, tambour rythmé annonçant le malheur. La voix d'Enjolras s'élève au-dessus du vacarme, ralliant ses camarades. Mais à mesure que les forces gouvernementales se rapprochent, une terrible prise de conscience s'opère. La bataille à la barricade est sur le point d'éclater en un maelstrom de violence, et ils sont terriblement, horriblement en infériorité numérique. La bataille de la barricade s'était muée en un tourbillon chaotique. La violence s'emparait des insurgés qui faisaient face à l'assaut incessant des forces gouvernementales. L'air crépitait de tension, imprégné de l'odeur âcre de la poudre et de la peur. Les coups de feu retentissaient comme le tonnerre, chacun annonçant la mort. La fumée se répandait en nuages épais, piquant les yeux et étouffant les poumons, créant un paysage infernal de confusion et de terreur. Au cœur de cet enfer se tenaient les rebelles, un groupe hétéroclite d'étudiants et d'idéalistes. Leurs visages, couverts de sueur et de crasse, affichaient une détermination inébranlable. Ils formaient un rempart humain contre la marée de troupes gouvernementales qui menaçaient de balayer leur fragile défense. Dans ce chaos, une petite silhouette se faufilait entre les barricades avec l'agilité d'un gamin des rues. C'était Éponine, le cœur battant la chamade. Ses yeux, écarquillés par un mélange de peur et d'exaltation, scrutaient frénétiquement le champ de bataille à la recherche d'un visage. Celui de Marius. L'amour d'Éponine pour Marius brûlait plus fort que les feux qui les entouraient. C'était un amour né de la nostalgie et du désespoir, nourri dans l'ombre de la misère et de l'indifférence. Ses vêtements de garçon dissimulaient non seulement son sexe, mais aussi la profondeur de ses sentiments. Soudain, le temps sembla se figer. Le regard d'Éponine se posa sur Marius, concentré sur le rechargement de son arme. Au même instant, elle vit un soldat le mettre en joue. Sans hésiter, sans penser à sa propre sécurité, Éponine bondit. La détonation fut assourdissante. Éponine ressentit une douleur fulgurante lui traverser le corps, comme un fer rouge enfoncé dans sa chair. Elle chancela, sa vision se brouilla, consciente seulement de la chaleur qui se répandait dans sa poitrine. Des bras puissants la rattrapèrent alors qu'elle s'effondrait. À travers le voile de la douleur, elle leva les yeux pour voir le visage de Marius, les yeux écarquillés par le choc et l'incompréhension. « Éponine !» haleta-t-il, sa voix à peine audible dans le vacarme de la bataille. Les mains tremblantes, Éponine fouilla dans son manteau. Chaque mouvement provoquait des vagues d'agonie dans son corps, mais elle persévéra. Elle en sortit une lettre, froissée et tachée de son sang. « Pour toi, murmura-t-elle, sa voix s'affaiblissant à chaque mot. De Cosette, je suis désolé de te l'avoir caché. » Les yeux de Marius s'écarquillèrent de surprise, mais Éponine n'avait pas fini. Les mots qu'elle avait retenus depuis si longtemps jaillirent. « Je t'aimais, Marius, je t'ai toujours aimé. » Un sourire triste se dessina sur ses lèvres, alors que la lumière commençait à s'éteindre dans ses yeux. « Au moins, je meurs, dans tes bras. » Alors que la vie quittait Éponine, Marius fut submergé par une vague de chagrin et de culpabilité. Il la serra contre lui, les larmes coulant sur son visage, tandis que la bataille faisait rage autour d'eux. À cet instant, l'ampleur du sacrifice d'Éponine le frappa de plein fouet. Les combats s'intensifièrent, chaque moment plus désespéré que le précédent. Les rangs des insurgés s'éclaircissaient,
les jeunes hommes courageux tombant comme des feuilles dans une tempête d'automne. Enjolras, leur chef, se tenait debout, au milieu du chaos, sa voix résonnant avec une conviction inébranlable. « Tenez bon, mes amis, nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'avenir de la France. » Au cœur de cette scène infernale, Jean Valjean se mouvait avec détermination. Il s'était infiltré dans la barricade, poussé par sa promesse de protéger Marius, le bien-aimé de Cosette. La force de Valjean et ses talents de tireur s'étaient rapidement révélés inestimables pour les rebelles, gagnant leur confiance et leur admiration. Lorsqu'un espion du gouvernement fut capturé, Valjean se porta volontaire pour l'exécuter. Mais dans un moment de calme, à l'abri des regards, il libéra le prisonnier. « Va !» murmura Valjean avec insistance, jetant des coups d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas observé. « Et souviens-toi que la miséricorde peut être trouvée même dans les moments les plus sombres. » Au fil de la nuit, la situation devint de plus en plus critique. L'air était chargé de l'odeur âcre de la poudre et du goût métallique du sang. Le cœur de Valjean s'alourdit lorsqu'il comprit que la rébellion était vouée à l'échec. Ses yeux scrutèrent le chaos, à la recherche de Marius. « Je dois le trouver, » pensa-t-il, la promesse faite à Cosette brûlant dans son esprit. « Pour elle, je dois le sauver. » Dans un dernier assaut dévastateur, les forces gouvernementales franchirent la barricade. La scène se transforma en une frénésie cauchemardesque de combat au corps à corps. Enjolras et ses camarades se battaient jusqu'au bout, leur courage inébranlable, même face à une mort certaine. Valjean aperçut Marius, gravement blessé et inconscient, sur le point d'être submergé par les soldats. Avec une force née du désespoir, Valjean se fraya un chemin jusqu'au jeune homme. Il hissa Marius sur son dos, le poids du corps inerte n'étant rien comparé au poids de sa promesse à Cosette. Alors que la barricade s'écroulait et que la mort se rapprochait de toutes parts, Valjean prit une décision en une fraction de seconde. Il repéra une bouche d'égout, partiellement cachée par des débris. C'était un pari désespéré, mais leur seule chance de survie. Grognant d'effort, Valjean ouvrit la grille. La puanteur qui s'élevait des ténèbres était écrasante, un miasme de pourriture et d'immondice. Valjean hésita un instant, frappé par l'énormité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais il n'avait pas le temps de douter. Prenant une profonde inspiration, il s'enfonça avec Marius dans les profondeurs noires du sous-sol. L'obscurité était totale, interrompue seulement par le scintillement occasionnel d'une lumière lointaine venant d'en haut. Valjean avançait lentement, se frayant un chemin le long des parois gluantes, l'eau fétide lui arrivant parfois à la taille. Chaque pas était une lutte contre l'épuisement et la peur constante d'être découvert. Alors qu'il se traînait dans la fange et l'obscurité, Valjean pensait à Cosette, son sourire, son rire, la lumière qu'elle avait apportée dans sa vie. C'était pour elle qu'il endurait cette épreuve, pour son bonheur qu'il se battait pour sauver la vie de l'homme qu'elle aimait. Les heures passèrent comme des années, tandis que Valjean naviguait dans les tunnels tortueux. Ses muscles hurlaient de protestation, ses poumons brûlaient à cause de l'air vicié. Mais il continuait d'avancer, poussé par un amour qui transcendait sa propre souffrance. Dans les profondeurs de cet enfer souterrain, la transformation de Jean Valjean était complète. Il n'était plus l'ex-bagnard amer, ni même le respectable Monsieur Madeleine. Il était devenu quelque chose de plus grand, un homme prêt à tout sacrifier pour le bonheur d'autrui. Alors que Valjean poursuivait son voyage harassant dans les égouts de Paris, portant Marius inconscient sur son dos, il n'était pas conscient des défis qui l'attendaient encore. Mais à cet instant, dans l'obscurité et la saleté, son amour pour Cosette brûlait comme un phare, le guidant à travers les obstacles apparemment insurmontables qui se dressaient entre eux et la sécurité. Épuisé à l'extrême, les vêtements chargés de crasse et le corps endolori, Valjean aperçut enfin une lueur d'espoir devant lui. L'espoir l'envahit tandis qu'il trébuchait vers ce qu'il espérait être une sortie. Avec ses dernières forces, il poussa vers le haut, émergeant dans l'air frais de la nuit. Mais alors qu'il prenait sa première bouffée d'air pur, il réalisa que son calvaire était loin d'être terminé. Marius, inconscient, ne tenait plus qu'à un fil, et les rues au-dessus étaient loin d'être sûres. Jean Valjean émerge des égouts, les vêtements trempés et nauséabonds. Sur son dos, il porte le corps inanimé de Marius, un jeune homme dont la vie ne tient qu'à un fil. L'air frais de la nuit le frappe de plein fouet,
contrastant vivement avec l'atmosphère fétide des égouts. Ses poumons le brûlent tandis qu'il inspire l'oxygène pur. Ses muscles hurlent sous le poids de son précieux fardeau. Le sol semble tanguer sous ses pieds, l'épuisement jouant des tours à ses sens. Alors qu'il titube dans la pénombre parisienne, les ombres devant lui se fondent en une silhouette familière et redoutable. L'inspecteur Javert se dresse là, immobile telle une statue, ses yeux brillants d'une lueur froide de justice longuement poursuivie. L'air crépite de tension. La respiration laborieuse de Valjean et le grondement lointain de la ville sont les seuls bruits qui osent rompre le silence. Le regard de Javert, aussi inflexible que l'acier trempé, se plante dans le visage épuisé de Valjean. L'inspecteur a attendu, tel un prédateur patient guettant sa proie. Mais quelque chose a changé. Une lueur de doute traverse le visage de Javert, s'évanouissant presque aussitôt. Sa voix, lorsqu'elle s'élève, n'est guère plus qu'un murmure, empreinte d'une émotion que Valjean ne parvient pas à cerner. « Emmenez-le » dit Javert en s'écartant. « Ma voiture est là, utilisez-la » Valjean cligne des yeux, persuadé que son esprit lui joue des tours. Mais non, la voiture est bien là, ses chevaux piaffant d'impatience. N'osant pas remettre en question cette clémence inattendue, Valjean avance en chancelant, chaque pas étant un supplice. Il hisse Marius dans la voiture, la peau du jeune homme aussi pâle que le clair de lune sur le cuir sombre. Tandis que les sabots des chevaux claquent sur les pavés, Valjean berce Marius, cherchant à insuffler la vie dans son corps meurtri. Il murmure des prières, des promesses, des supplications, tout pour tenir la mort à distance un instant de plus. La voiture s'ébranle dans les rues de Paris, une ville encore sous le choc de l'échec de la Révolution. L'air est chargé de l'odeur âcre de la poudre et du goût métallique du sang versé. Les ombres des barricades se profilent dans l'obscurité, témoins silencieux des rêves brisés et des vies perdues. Le cœur de Valjean s'affole, non pas sous l'effet de l'effort, mais par crainte pour la vie de Marius. Le visage du jeune homme est livide, sa respiration superficielle et irrégulière. Chaque souffle laborieux semble être le dernier, et Valjean se met à les compter, redoutant le moment où ils cesseront. Enfin, ils arrivent à la demeure du grand-père de Marius. Valjean le porte à l'intérieur, sa voix rauque appelant à l'aide. La maison est plongée dans le chaos, dans un tourbillon d'activité frénétique. Les domestiques se précipitent pour quérir un médecin, leurs pas martelant les parquets cirés. Les cris d'angoisse du vieil homme résonnent dans les couloirs, contrepoint obsédant au chuchotement pressé du personnel. Marius étant entre de bonnes mains, Valjean s'éclipse dans la nuit. L'air frais caresse son visage, contraste saisissant avec la chaleur de la maison qu'il vient de quitter. Mais il n'est pas seul. Il sent la présence de Javert, telle une ombre qui suit ses pas dans les rues sinueuses. Valjean se retourne pour faire face à son poursuivant, leurs regards se croisant à travers la distance qui les sépare. À cet instant, une vie entière de poursuite et d'évasion s'élève entre eux, aussi lourde qu'un nuage d'orage. « Je viens avec vous », dit doucement Valjean, sa voix portant dans l'air nocturne. « Laissez-moi juste le temps de m'assurer que le garçon est en sécurité. » Javert reste figé, son monde s'écroulant autour de lui. Cette offre de reddition, cet acte d'altruisme, est le coup de grâce porté à ses croyances rigides. Il se retrouve à la dérive dans un océan d'ambiguïté morale, sans aucun rivage en vue, incapable d'arrêter Valjean, mais tout aussi incapable de le laisser partir. Javert bat en retraite. Ses pas, d'ordinaire si assurés et résolus, sont maintenant hésitants et vacillants. Il le conduit jusqu'à la Seine, dont les eaux sombres reflètent le tumulte de son âme. Il se tient sur le parapet d'un pont, le vent fouettant son manteau, le tiraillant comme pour le pousser à prendre une décision fatidique. En contrebas, la rivière s'agite, aussi tumultueuse que les pensées de Javert. Le clair de lune accroche les crêtes des vagues, les transformant en éclairs d'argent qui semblent se moquer de ses ténèbres intérieures. L'œuvre de sa vie, sa croyance inébranlable en la nature absolue de la loi et de la justice, gît en ruines à ses pieds. Dans les actes de Valjean, il a vu une rédemption qu'il avait toujours cru impossible. Javert ferme les yeux, le poids de sa vision brisée du monde pesant sur lui comme une force physique. Le bruit de la ville s'estompe, ne laissant que le clapotis de la rivière et les battements de son propre cœur. À cet instant, il fait son choix. D'un seul pas, il plonge dans les eaux tourbillonnantes du fleuve.
préférant l'oubli à un monde où sa conception du bien et du mal n'a plus cours. Tandis que les eaux se referment sur Javert, Valjean retourne au chevet de Marius. Le jeune homme est immobile, le visage cendré, la respiration à peine perceptible. Valjean lui prend la main, sentant sous ses doigts le faible battement d'un pouls. Il se penche près de lui, ses mots sont une prière fervente dans la pièce silencieuse. « Vis, Marius, il faut que tu vives. » Mais alors que l'aube se lève sur Paris, baignant la ville d'une lumière pâle et impitoyable, Marius ne montre aucun signe de réveil. Sa peau est froide au toucher, sa poitrine se soulève à peine à chaque respiration superficielle. Le visage du médecin est sombre, tandis qu'il examine le jeune homme, son silence étant plus éloquent que n'importe quelle parole. Valjean sent un frisson de peur le traverser lorsqu'il réalise que malgré tous ses efforts, la lutte pour la survie de Marius est loin d'être terminée. Marius gît dans un état de convalescence précaire, le corps meurtri. Ses graves blessures le maintiennent à la lisière de la conscience. Les murs blancs de sa chambre semblent onduler, reflétant son emprise vacillante sur la réalité. Sous la surveillance bienveillante de son grand-père, M. Gillenormand, avec qui il s'est enfin réconcilié, Marius entame un long et pénible chemin vers la guérison. Les jours s'enchaînent, chaque instant est un brouillard de rêves fiévreux et de souvenirs douloureux. L'odeur âcre de la poudre persiste, le grondement des canons résonne, et les cris déchirants de ses camarades tombés le hantent. Dans ces moments de lucidité, des bribes des barricades défilent devant ses yeux, vives et terrifiantes. À l'insu de Marius, c'est Jean Valjean qui l'a arraché à la mort, le portant à travers le dédale des égouts parisiens. Ce secret demeure caché, tout comme l'homme lui-même, qui observe de loin le jeune homme qui l'a sauvé revenir lentement à la vie. Tandis que les forces de Marius reviennent peu à peu, le chagrin s'installe dans son cœur. Les fantômes de ses amis, Enjolras, Courfeyrac, Gavroche, hantent ses nuits, leurs visages gravés dans sa mémoire comme des daguerréotypes qui s'estompent. Pourtant, au cœur de cette mer de tristesse, une lueur d'espoir surgit. Cosette. Leurs retrouvailles sont comme le premier souffle du printemps après un rude hiver. La présence de Cosette redonne des couleurs au monde de Marius, sa douceur et ses mots tendres apaisent dans son âme meurtrie. La demeure des Gillenormand, jadis morose, se remplit d'une chaleur oubliée, leur amour s'épanouissant au grand jour, libéré du secret. « Ma chérie », murmure Marius, la voix encore faible mais empreinte de tendresse, « tu es la lumière qui me ramène des ténèbres. » Cosette, les yeux bleus brillants de larmes contenues, le serre contre elle, le cœur débordant d'un mélange de joie et de soulagement. Leur chagrin partagé face aux récents événements tragiques n'a fait que renforcer leur lien, tels deux jeunes arbres s'entrelaçant pour atteindre le soleil. Alors que Marius reprend des forces, la question du mariage se pose naturellement. Les deux familles, voyant la profondeur de l'amour du jeune couple, donnent leur bénédiction sans hésiter. Les fiançailles sont un moment de pure allégresse, une lueur d'espoir après tant de souffrances et de pertes. Pourtant, à mesure que le bonheur de Marius et Cosette grandit, Jean Valjean s'efface progressivement. Tel un navire s'éloignant doucement du rivage, il commence à se détacher de la vie qu'il a construite avec Cosette. Le poids de son passé l'accable, rappel constant de la honte qu'il craint de voir entacher l'avenir de Cosette si la vérité éclate. Le jour du mariage arrive, une célébration emplie de joie. L'air est chargé du doux parfum des fleurs et du son mélodieux des rires. Cosette, radieuse dans sa robe blanche, coupe le souffle à Marius. Lorsqu'ils échangent leurs vœux, leurs regards ancrés l'un dans l'autre, le monde autour d'eux semble s'évanouir. Valjean observe la scène en retrait, le cœur gonflé de fierté et brisé de chagrin à parts égales. Alors que les festivités battent leur plein, il s'éclipse discrètement, tel un fantôme se dissipant dans la brume. Son absence laisse un vide inexplicable dans le cœur de Cosette, une ombre sur cette journée parfaite qu'elle ne peut comprendre. Dans les jours qui suivent, Marius se trouve tiraillé par des sentiments contradictoires envers Valjean. Des bribes d'informations sur le passé du vieil homme lui sont parvenues, semant le doute dans son esprit. Ignorant le rôle de Valjean dans son sauvetage et aveuglé par ses demi-vérités, Marius commence à s'éloigner, entraînant Cosette avec lui, de l'homme qui a été son tuteur pendant si longtemps. Ce malentendu, né d'une connaissance partielle et d'une prudence mal placée,
jette une ombre sur le bonheur des jeunes mariés. Cosette, devenue baronne de Pontmercy, est déchirée entre sa nouvelle vie avec Marius et l'absence inexplicable de l'homme qui l'a élevée avec tant de dévouement. « Marius, demande-t-elle, la voix teintée d'inquiétude, pourquoi mon père ne vient-il plus nous voir? Avons-nous fait quelque chose qui l'aurait offensé ?» Marius, en proie à ses propres doutes et incapable d'exprimer ses soupçons, élude ses questions, laissant Cosette seule face à son désarroi et sa douleur. La tension non résolue plane dans l'air de leur nouvelle demeure, comme un spectre invisible, rappel constant de l'homme dont l'absence a laissé un vide dans leur vie. Au fil des jours, Cosette se surprend à regarder par la fenêtre, ses pensées dérivant vers ce père qui lui manque tant. Elle peine à concilier sa nouvelle vie de luxe et d'amour avec la perte de l'homme qui a été son ancre pendant si longtemps. Le bonheur qu'elle partage avec Marius est réel et profond, mais teinté d'une mélancolie dont elle ne peut se défaire, comme une belle mélodie jouée en mineur. Pendant ce temps, Jean Valjean, seul dans son modeste logement, se débat avec une décision qui va tout changer. Ses mains usées tremblent tandis qu'il rédige une lettre, chaque mot pesant du poids de son passé. À la tombée de la nuit, il contemple les lumières scintillantes de Paris, sa détermination se raffermit. Demain, il confrontera Marius à la vérité, même si cela signifie perdre Cosette à jamais. L'horloge sonne minuit, marquant la fin d'un chapitre et le début incertain d'un autre. Jean Valjean sait que le moment est venu de dévoiler la vérité à Marius. Il doit révéler son passé avant de s'effacer à jamais de la vie de Cosette. Les rues de Paris semblent se resserrer autour de lui tandis qu'il marche, chaque pavé lui rappelant le long et sinueux chemin qu'il a mené jusqu'ici. L'air est chargé de l'odeur de la pierre mouillée et du parfum lointain du pain chaud, cruel rappel des joies simples qu'il va bientôt laisser derrière lui. Son cœur bat la chamade, tambour implacable qui rythme ses pas. Le poids de son passé l'écrase, menaçant de le mettre à genoux à chaque instant. Alors qu'il approche de la demeure de Marius, le monde autour de lui se brouille, ne laissant que la porte en point de mire. Marius l'accueille avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, son jeune visage marqué par le souci. La voix de Valjean tremble lorsqu'il commence à parler, les mots se déversant comme un torrent. Il raconte les années de bagne, l'amertume qu'il a rongée et le pouvoir transformateur de la bonté qu'il a remis sur le droit chemin. Au fil du récit de Valjean, l'expression de Marius change comme un ciel d'orage. Le choc cède la place à l'incrédulité, puis à un jugement froid et dur. La chaleur dans les yeux du jeune homme s'éteint, remplacée par une lueur de peur et de dégoût. Lorsque Valjean termine, le silence qui s'installe entre eux est aussi épais et étouffant que les murs du bagne de Toulon. Les mots de Marius, quand ils viennent, tranchent l'air comme une lame. « Tu ne dois plus jamais revoir Cosette », déclare-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais portant le poids d'une sentence irrévocable. Pour son bien, pour sa réputation, tu dois disparaître. Valjean acquiesce, acceptant ce dernier sacrifice avec un mélange de résignation et de déchirement. En quittant la maison de Marius, le monde semble perdre ses couleurs, se fondant dans des nuances de gris. Il a l'impression de s'éloigner de la dernière lueur de son univers, chaque pas l'enfonçant davantage dans les ténèbres. Dans les jours qui suivent, Valjean se retire dans un modeste logement, n'étant plus que l'ombre de lui-même. Son corps, jadis capable de soulever une charrette, semble maintenant se flétrir comme une fleur privée de soleil. La chambre est spartiate, avec seulement un lit et une petite table, reflet du vide qu'il ressent. Sans Cosette, sans but, il sent sa force vitale s'étioler, aussi sûrement que le sable dans un sablier. Mais le destin, semble-t-il, lui réserve un dernier rebondissement. Thénardier, ce rusé renard des bas-fonds parisiens, s'immisce dans la vie de Marius avec un chantage en tête. Ses yeux brillent de malice tandis qu'il parle, pensant détruire davantage la réputation de Valjean. Au lieu de cela, ses paroles dépeignent avec force l'incroyable bravoure de ce dernier. Marius écoute, stupéfait, Thénardier décrire involontairement le périple éprouvant dans les égouts. Il parle du corps de Valjean ployant sous le poids d'un Marius inconscient, de la détermination qui l'a poussé à traverser la fange et l'obscurité. À chaque mot, le monde de Marius bascule, la vérité de son erreur de jugement le frappant comme un coup physique. Empli d'une urgence désespérée, Marius se précipite à la recherche de Cosette.
Ensemble, ils courent dans les rues de Paris, leur cœur battant à l'unisson avec le rythme de leurs pas. La ville se brouille autour d'eux, kaléidoscope d'images et de sons tandis qu'ils cherchent, la peur grandissant à chaque instant. Lorsqu'ils atteignent enfin le logement de Valjean, la scène qui les accueille est celle d'un désespoir tranquille. Valjean est allongé dans son lit, ombre frêle de l'homme qu'il était. La pièce est sombre, éclairée par une seule bougie qui projette de longues ombres vacillantes sur les murs. Pourtant, ses yeux, lorsqu'il se pose sur Cosette, s'illuminent comme la dernière lueur d'une étoile mourante. Dans ces derniers instants précieux, la vérité coule entre eux comme une rivière libérée. Cosette apprend ses origines, la profondeur de l'amour et du sacrifice de Valjean. Les larmes coulent sur son visage, alors qu'elle saisit l'ampleur de ce que cet homme a fait pour elle, chaque goutte témoignant de l'amour qui a façonné sa vie. Marius, rongé par le remords, s'agenouille au chevet du lit. « Pardonnez-moi » supplie-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je n'ai pas compris, je ne savais pas. » Les mots semblent dérisoires face au sacrifice de Valjean, mais c'est tout ce qu'il a à offrir. Le sourire de Valjean est doux, indulgent. Il tend ses mains tremblantes pour bénir le jeune couple, sa voix à peine plus qu'un murmure mais emplie de toute une vie d'amour et de sagesse. Le contact de sa main est léger, mais il porte le poids d'années de protection et de soins. Alors que la lumière commence à s'éteindre dans ses yeux, Valjean sent une paix l'envahir. Le voyage qui avait commencé dans l'amertume et le désespoir s'achève dans l'amour et la rédemption. Dans son dernier souffle, il regarde Cosette, voyant dans son visage la promesse d'un avenir rempli de bonheur et d'amour. Dans ses yeux, il voit le reflet de tout le bien qu'il a réussi à apporter au monde. C'est ainsi que Jean Valjean quitte ce monde, sa quête de rédemption et d'amour enfin accomplie. Dans le calme de cette humble chambre, entouré de ceux qu'il aime le plus, il trouve enfin la sérénité qui lui a si longtemps échappé. La bougie vacille, jetant une lueur chaude sur la scène, comme si la nature elle-même reconnaissait le départ d'un homme vraiment bon. Son héritage de compassion et le pouvoir durable de la transformation continueront à vivre, témoignant de l'esprit indomptable d'un homme qui a appris à aimer face à une adversité inimaginable. Cosette et Marius se serrent l'un contre l'autre, leurs larmes se mêlant, et savent que leur vie a été changée à jamais par l'amour de Jean Valjean. Dans les rues, Paris poursuit sa danse incessante de la vie, ignorant que l'un de ses héros les plus grands et les plus méconnus vient de faire ses adieux. Ce livre a été généré à l'aide des voix IA de Spictor. Vous pouvez créer des voix off au son humain dans plus de 50 langues.